Quand nous avons acheté du Bitcoin pour la première fois, nous avons investi 250 millions de dollars. Aucune entreprise publique ne l'avait jamais fait auparavant. Les gens pensaient que nous étions fous. Alors nous avons acheté 175 millions de plus. Et ils ont encore dit que nous étions fous. Puis nous avons acheté 600 millions de plus. Les gens disaient que cette stratégie allait nous détruire. Alors j'en ai conclu que Bitcoin était en réalité la solution parfaite à notre problème, mais que les gens vivaient dans la peur. Actuellement, Bitcoin est un actif de 400 milliards de dollars. Et pendant ce temps, il existe 400 000 milliards d'autres actifs dans notre système fiduciaire actuel. Ces actifs perdent de l'énergie. Ils sont corrompus, inefficaces et contrôlés par le collectif. Bitcoin représente 0,1% de l'énergie liquide de l'humanité. Cela signifie que 99,9% du monde ne le comprend pas encore. 99,9% des gens n'ont pas encore rejoint ce refuge de liberté. Cela signifie que vous êtes encore tôt dans cette révolution. Le 18 novembre 2022, Michael Saylor, président de MicroStrategy, a été invité à faire un discours au gala de The Atlas Society, une organisation dédiée à la promotion des idées de l'écrivaine Ayn Rand. Moins connue en Europe mais très populaire aux États-Unis, Ayn Rand était une romancière et philosophe d'origine russe, naturalisée américaine. Elle est surtout connue pour avoir développé une philosophie qu'elle a appelée l'objectivisme, qui valorise la raison, la liberté individuelle et la créativité face aux pressions sociales et politiques. Lors de son discours, Saylor fait de nombreuses références au livre phare d'Ayn, Atlas Shrugged, soulignant à quel point Bitcoin s'aligne avec les valeurs partagées dans ce livre, notamment les droits de propriété individuelle et la séparation de l'économie et de l'État. Saylor décrit le Bitcoin comme une machine économique basée elle-même sur une machine de vérité, prête à émerger en tant que machine de liberté, soulignant son potentiel à offrir une souveraineté financière individuelle en dehors du contrôle des institutions centralisées. Nous avons beaucoup aimé la ferveur dans le discours de Michael Saylor, durant lequel il rentre plus en profondeur dans l'idéologie et la philosophie portée par une grande partie des Bitcoiners. C'est pourquoi nous avons choisi de vous en proposer une version entièrement traduite en français. Alors n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez ce genre de vidéo et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Ceci étant dit, voici le discours de Michael Saylor. Il y a une histoire que j'adore conter, notre histoire, celle d'un combat intense qui est la lutte de l'individu contre le collectif. Quand j'ai lu le livre La Grève pour la première fois, je n'ai pas pu m'arrêter de lire. Je me suis mis à lire 12, puis 14, puis 16 heures par jour. La nature humaine ne change pas. La lutte contre le collectif existait il y a 100 000 ans, et elle existe encore aujourd'hui. Ce qui change aujourd'hui, c'est la technologie. Il y a 100 000 ans, un humain fou pouvait peut-être tuer 10 personnes. Aujourd'hui, un humain fou peut en tuer 100 millions. Et donc, à mesure que la technologie avance, nos réflexions sur l'éthique, la morale, la technologie et la civilité doivent elles aussi évoluer. Lord Acton disait « Le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et la seule différence entre le pouvoir absolu d'aujourd'hui et celui d'il y a 10 000 ans, c'est qu'aujourd'hui, il existe des entreprises qui surveillent, fournissent, nourrissent à elles seules des milliards de personnes. Maintenant, je vous pose une question. Que se passerait-il si demain, vous étiez banni par Apple, Amazon, Facebook ou Google? Prenez un moment pour réfléchir à ce qui se passerait s'ils désactivaient simplement votre compte, saisissaient vos photos, bloquaient vos messages ou supprimaient vos documents. Si Microsoft vous refusait simplement l'accès à ces services, pourriez-vous gérer une entreprise? Pourriez-vous travailler? Alors la véritable question, c'est que se passe-t-il si ça continue comme ça? Les entreprises grandissent, les gouvernements aussi s'agrandissent. Et à mesure qu'ils grandissent et servent de plus en plus de gens, cela signifie qu'un seul bureaucrate pourrait passer un appel téléphonique et potentiellement couper tous les accès à n'importe quelle personne parmi des milliards. C'est une idée nouvelle et troublante. Dans le livre La Grève, l'histoire est celle d'individus qui luttent contre le collectivisme et finissent par comprendre que le système est corrompu et truqué, qu'ils ne peuvent pas réussir. Et la seule solution possible, selon John Galt, le protagoniste, c'est de s'échapper de cette économie corrompue. Et c'est le défi auquel nous faisons face aujourd'hui. Il n'y a aucun intérêt à faire grève si vous n'avez pas d'abord formé un syndicat. Faire grève sans organisation préalable, c'est simplement se martyriser soi-même. Et Bitcoin est un syndicat. Nous voulons fuir le trop-plein de politiciens, le trop-plein de gouvernements, le trop-plein d'individus bien intentionnés qui veulent nous aider avec plus de lois et plus de services publics. Nous devons adopter de nouveaux paradigmes. Au XXIe siècle, vous pouvez choisir où localiser votre corps, vos amis et même votre famille. Vous pouvez choisir où localiser votre esprit. Vous pouvez choisir de passer votre temps sur Twitch, Netflix, YouTube
ou à lire ce que vous voulez. Les possibilités sont infinies dans le cyberespace. Vous pouvez également choisir où localiser votre entreprise et votre source de revenus, celle qui vous permet de payer vos dépenses quotidiennes. Vous voulez que ce soit une chaîne YouTube, une boulangerie sur Venice Beach, c'est vous qui choisissez. Et enfin, vous pouvez choisir où placer votre richesse. Où sera votre banque? Comment allez-vous stocker vos économies? Où seront stockés chaque centime que vous allez gagner? Vous n'êtes pas obligé de travailler là où vous vivez. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir là où vous vivez. Et vous n'êtes pas obligé de stocker votre argent là où vous vivez. Si vous habitez au Venezuela et gagnez de l'argent en bolivars, ou si vous vivez en Argentine et gagnez des pesos, vous n'êtes pas obligé d'épargner ces devises dans une banque locale. Vous pouvez choisir de placer votre richesse ailleurs, indépendamment de l'emplacement de vos intérêts professionnels ou de votre localisation. L'idée des crypto-monnaies, la grande réalisation de Satoshi Nakamoto, repose sur la création d'un réseau véritablement décentralisé, accessible à des milliards de personnes. Ce réseau permet à chacun de le protéger, le soutenir, le servir et en bénéficier, le tout sans contrainte d'un PDG, d'une entreprise, d'un pays ou d'une ville. C'est la création de quelque chose de véritablement utile, égalitaire, économiquement et philosophiquement émancipateur. Une technologie basée sur la puissance de la cryptographie. La cryptographie est une machine avec un avantage mécanique. Par exemple, là où une grue permet à une seule personne de faire le travail de 180, la cryptographie rend à elle seule le code des milliards, voire des trillions de fois plus difficile à briser. En créant cet avantage mécanique dans le cyberespace, nous avons bâti un outil qui transcende les contraintes du collectif. Un outil de résistance extrêmement puissant. En 1959, Aaron déclarait être en faveur de la séparation de l'État et de l'économie, tout comme nous avons séparé l'Église de l'État. Friedrich Hayek, en 1984, ajoutait qu'il ne croyait pas que nous aurions de nouveau une monnaie saine tant que nous ne retirions pas cette question des mains du gouvernement. Et il précisait aussi que cette transition ne pourrait pas être violente, mais seulement introduite par des moyens subtils et inarrêtables. After 200 or 300 years of coins, all governments put their hands and stopped any further developments. I don't believe that we should ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government. Then we can't take them violently out of the hands of government. All we can do is, by some sly roundabout way, introduce something they can't stop. Ces deux idées cherchent à séparer l'économie de l'État et du collectif. Mais pendant des milliers d'années, la technologie pour le faire était imparfaite. L'or ne protège pas contre un État qui peut simplement vous tirer dessus et vous prendre votre or. Les monnaies fiat, le tabac ou les bâtiments n'ont jamais permis une véritable séparation entre l'économie et l'État. Mais tout a changé, le 3 janvier 2009. Cette date marque une singularité, le moment où Satoshi Nakamoto a développé la technologie permettant de transférer de la valeur à travers le cyberespace, sans intermédiaire de confiance. Il a permis de manifester, stocker et transférer de l'énergie dans le monde numérique et sans intermédiaire. La création de la propriété numérique, de la monnaie numérique, de l'énergie numérique et de la matière numérique est devenue une réalité, le 3 janvier 2009. La plupart des gens ne réalisent pas cela, mais Satoshi a ouvert un portail entre le monde physique et le monde numérique, permettant à l'énergie de s'écouler dans le cyberespace. Cela a insufflé la vie à un royaume autrefois mort. Ce portail a introduit la conservation de l'énergie et de la matière, l'objectivité, la vérité, le temps et les conséquences dans le domaine numérique, tout en offrant à l'humanité des droits de propriété, la liberté et la souveraineté détachés des normes physiques et politiques. La majorité du monde, moi y compris, a ignoré cette réaction en chaîne pendant une décennie. Elle s'est produite, a clignoté, a explosé, mais nous l'avons ignorée, à l'exception des premiers bitcoiners, qui ont souvent été pris pour des fous. Puis en mars 2020, le monde s'est brusquement arrêté, confiné. Des milliards de personnes ont soudainement pris conscience de la possibilité d'un effondrement économique et ont perdu foi dans leurs institutions et leurs gouvernements. Le 10 août, MicroStrategy, en proie à une crise existentielle, adopte le Bitcoin standard. Et nous y avons vu un échappatoire à l'esclavage économique. Bitcoin est spécial. C'est un refuge pour les personnes qui refusent de se soumettre à des systèmes qui les exploitent. Si vous ne pouvez pas retirer votre travail d'une économie corrompue, vous pouvez maintenant retirer votre argent d'une économie corrompue. Bitcoin est un protocole pour créer des idées libres, des économies libres et des actifs libres.
au-delà du contrôle des institutions corrompues. C'est une méthode rapide, équitable et juste pour régler les différends entre 8 milliards de personnes. Le succès nécessite du courage, de la clarté et de l'engagement. Il existe 20 000 crypto-monnaies. Une seule est dominante à 95%. Éthiquement, techniquement et économiquement solide. Bitcoin est forgé dans le métal. C'est la substance la plus dure de l'univers. La plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens ont peur. Et quand nous avons acheté du Bitcoin pour la première fois, nous avons investi 250 millions de dollars. Aucune entreprise publique ne l'avait jamais fait auparavant. Les gens pensaient que nous étions fous. Alors nous avons acheté 175 millions de plus. Et ils ont encore dit que nous étions fous. Puis nous avons acheté 600 millions de plus. Les gens disaient que cette stratégie allait nous détruire. Alors j'en ai conclu que Bitcoin était en réalité la solution parfaite à notre problème, mais que les gens vivaient dans la peur. Alors comment allons-nous les emmener à ne plus avoir peur? Puis je me suis souvenu de l'exemple d'Andrew Carnegie. Il disait, vous construisez un pont? Allez vous tenir au milieu de ce pont. Vous construisez un avion? Volez dans cet avion. Montrez aux gens qu'il ne va pas se briser ou se cracher. Alors c'est exactement ce que nous avons fait avec MicroStrategy. Nous avons acheté des milliards et à un moment donné les gens réaliseront qu'ils ont plus à craindre en n'adoptant pas cette technologie qu'en l'adoptant. Actuellement, Bitcoin est un actif de 400 milliards de dollars. Et pendant ce temps, il existe 400 000 milliards d'autres actifs dans notre système fiduciaire actuel. Ces actifs perdent de l'énergie. Ils sont corrompus, inefficaces et contrôlés par le collectif. Bitcoin représente 0,1% de l'énergie liquide de l'humanité. Cela signifie que 99,9% du monde ne le comprend pas encore. Ils ne sont pas encore là. 99,9% des gens n'ont pas encore rejoint ce refuge de liberté. Cela signifie que vous êtes encore tôt dans cette révolution. Vous pouvez nous y rejoindre, vous, votre entreprise, votre organisation, votre agence, votre produit, votre service, votre famille ou votre idéologie. Je vous ai dit au début de ce discours, Bitcoin est un syndicat. Ce syndicat devient plus puissant à mesure que davantage de personnes le rejoignent. Et dans la guerre pour l'avenir de l'argent, cette guerre se gagnera avec l'argent. À mesure que l'argent afflue dans le réseau, l'union monétaire devient plus puissante. Chaque personne qui rejoint le réseau apporte un pouvoir supplémentaire. Votre seul espoir contre la force oppressive du collectif est de syndiquer vos propres activités et de les organiser avec des personnes partageant votre idéologie, celles qui croient en ce que vous croyez. Plus d'argent, plus de personnes, plus de pouvoir. Pour conclure, Bitcoin est une machine économique basée sur une machine de vérité, prête à émerger comme une machine de liberté. C'est le meilleur choix dont nous disposons pour sauver notre civilisation et réaliser le monde idéal imaginé par Ayn Rand et le mouvement objectiviste. Rejoignez-nous. Merci.